Entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, il existe un territoire historique qui abrite une mosaïque de peuples et de cultures. Une Europe que l'on dit centrale et dont les frontières ne peuvent être définies avec exactitude. Pourtant, en son cœur, 3 pays en tracent un passionnant portrait. 3 États, la Hongrie, la République tchèque et la Pologne. Et 3 villes, Cracovie, Prague et Budapest. 3 centres urbains unis par l'histoire, des petits royaumes médiévaux à la dynastie des Habsbourg. Un territoire culturel aussi que l'on nomme Mitteleuropa, où les langues et les cultures se côtoient. Prague, Budapest et Cracovie dessinent ainsi les contours d'une région multiforme. Dans l'ancien royaume de Pologne, la région de Galicie appartient depuis toujours à la culture d'Europe centrale. En son cœur, une ville à l'histoire millénaire, Cracovie. Pendant longtemps, les Polonais qui voyageaient de Varsovie à Cracovie disaient qu'ils se rendaient à l'étranger. C'est que la cité fondée au 8e siècle a conservé l'âme et les trésors de sa période médiévale. Au bord de la Vistule, sur la colline de Wawel, se dresse la résidence des rois. Ce château, édifié en l'an 1000, a été le siège de la royauté polonaise durant 6 siècles. C'est ici que les principales décisions du pays ont été prises. En 1386, la Pologne s'unit au Grand-Duché de Lituanie. Le petit royaume devient un immense ensemble de 800 000 km². S'ouvre alors pour Cracovie une époque brillante. Le XVIe siècle sera son âge d'or. Les souverains remanient le château en s'inspirant du style Renaissance. On part à la cour intérieure d'arcades gréco-romaines. On réunit les députés sous le regard de ceux que l'on appelle les têtes, autrefois au nombre de 194. Ce lieu de réunion du Parlement polonais est également la salle du trône. On y affirme la puissance royale. Un roi sage et vertueux, redoutable pour ses ennemis, indulgent pour ses sujets. Cœur laïque du royaume, la colline de Wawel abrite un monument qui symbolise sa puissance ecclésiastique. La cathédrale gothique porte ainsi le nom de Saint Stanislas, évêque de la ville, assassiné devant son autel en 1709 sur ordre du roi de Pologne. Longtemps lieu des couronnements royaux, on donne à l'édifice, sous Sigismond Ier, les couleurs de la Renaissance. On en fait également un véritable panthéon national qui abrite les tombeaux de nombreux rois de Pologne et des grandes personnalités du pays.
Rayonnante au XVIe siècle, Cracovie a pourtant longtemps connu les désordres politiques et la menace teutonique. Il faut des armes pour la défendre. On la dote de remparts. 47 tours, 8 portes principales et une barbacane. Celle-ci a 130 arbalétrières, des murs d'une épaisseur de 3 mètres et 7 tourelles de guet. C'est une véritable forteresse destinée à protéger le cœur de la cité. Le réseau urbain médiéval a été tracé en 1257. Toutes les rues mènent alors à la place principale, symbole d'une Cracovie marchande qui s'épanouit. S'y dresse la principale église paroissiale de la ville, la basilique Notre-Dame. Ancien édifice roman, on le transforme dans le style gothique. Mais tandis que l'une de ces tours atteint 80 mètres, l'autre s'arrête étrangement à 69. La légende en attribue la faute aux bâtisseurs, deux frères dont l'un jaloux assassina l'autre, laissant son œuvre à tout jamais inachevée. À l'intérieur, l'art gothique ne connaît pas d'imperfection. Son point d'orgue, un monumental retable de 11 mètres sur 13. On le commande au maître du Nuremberg, Wittezwoz. Arrivé à Cracovie en 1477, il lui faut alors 12 ans pour sculpter dans du bois de tilleul les 200 personnages du polyptyque. L'opulence de la ville par l'ensemble de l'édifice d'or et de lumière. Cette ère de prospérité est également pour Cracovie une période d'essor culturel sans précédent. Fondée en 1364 par le roi Casimir III, l'université en témoigne. C'est la deuxième université à avoir été fondée en Europe centrale. Elle jouit rapidement d'un grand renom et connaît son apogée durant toute la Renaissance. C'est alors un foyer humaniste. Le lieu est réputé pour ses écoles d'alchimie, d'astrologie, de géographie, de droit, de mathématiques et sa faculté de théologie autorisée par le pape seulement en 1397. Les élèves y sont nombreux et certains prestigieux. Nicolas Copernic, dont les travaux révolutionnent le monde scientifique du XVIe siècle, et bien plus tard, le futur pape Jean-Paul II. Au XVIIIe siècle, on y bâtit encore des extensions, mais son déclin s'amorce. Cracovie fut ainsi longtemps un des centres historiques et culturels de l'Europe centrale. Dans ce territoire imaginaire, une culture a joué un rôle considérable. Nous sommes à Kazimierz, le quartier juif. Ville distincte pendant des siècles, c'est désormais un des quartiers de Cracovie. Ici, tout respire l'histoire des Juifs polonais. Pendant des siècles, avant la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, deux peuples et deux religions y ont cohabité. Un autre lieu abrite également les ingrédients de cette Europe médiane.
Il s'agit de Prague, désormais capitale de la République tchèque, autrefois capitale du royaume de Bohême. Fondée au IXe siècle et traversée par la Vltava, Prague demeure un témoin unique de l'histoire européenne. C'est au XIVe siècle que l'empereur Charles IV l'a choisie comme résidence. Élevé à la cour de France, il veut faire de la ville un second Paris. Il charge alors l'architecte Peter Parler de construire un pont pour enjamber la rivière. Long de 520 mètres, 4 attelages peuvent y passer de front. 3 siècles plus tard, on y installe des dizaines de statues. En son centre, celle du saint Jean Népomucène, qui périt dans les eaux de la Vltava, jeté de ce pont sur ordre du roi Venceslas IV. Ce martyr fait toujours l'objet d'une grande dévotion. Mais c'est d'abord sur le sommet de la colline de Ratchany que les souverains de Bohême investissent Prague. Ici, le château de Kafka existe bien. C'est le siège du pouvoir royal dès 1158. Les rois s'y succèdent, les styles architecturaux s'y côtoient. Le palais, plusieurs fois remanié, devient ainsi peu à peu une véritable résidence royale. À la fin du XVe siècle, le gothique flamboyant y change l'aspect des appartements. La salle Vladislav, au lieu de ce style, est aujourd'hui encore un symbole du pouvoir. Elle accueille sous ses voûtes d'ogive le président tchèque, nouvellement élu pour son allocution aux parlementaires. Le vent d'art gothique qui souffle alors sur toute l'Europe centrale et a transformé le château gagne aussi la cathédrale Saint-Guy. Commencé en 1344 par l'architecte français Mathieu d'Arras, l'édifice est ensuite poursuivi par le jeune maître d'œuvre du pont Charles, Peter Parler. Pourtant, souvent interrompu puis repris, l'édifice n'est finalement achevé qu'au XXe siècle. Cette cathédrale est encore l'œuvre de Charles IV. Ce prince du gothique parsème la Bohême de grandes réalisations architecturales. Il transforme ainsi Prague en une véritable capitale, une place d'exception dans le concert des grandes nations européennes. La porte d'or, l'entrée principale de la cathédrale jusqu'au XIXe siècle, semble ainsi inscrire l'édifice dans la grande histoire. D'une mosaïque vénitienne du Jugement dernier aux arcatures gothiques, l'édifice est digne de la splendeur du Saint-Empire romain germanique. L'architecte Peter Parler n'achève le chœur, le jubé et les voûtes qu'à la fin du XIVe siècle. Fidèle au plan et au dessin de son prédécesseur, le chœur a donc des dimensions inspirées de l'art français. C'est un ensemble monumental où règne la lumière. Tout y célèbre les pouvoirs ecclésiastiques et laïques. La cathédrale abrite ainsi de nombreux tombeaux royaux. Celui du bon roi Saint Venceslas repose dans une chapelle. Un autel décoré porte les reliques de ce prince qui réalisa la christianisation du pays au Xe siècle avant d'être assassiné le 28 septembre 935 sur ordre de son frère. Venceslas, mourant, se serait alors accroché à cet anneau de bronze. Les vitraux sont modernes. Ils témoignent de la beauté de l'artisanat tchèque. Mais sur la colline du château, à la fin du XVIe siècle, un important changement a eu lieu. Avec Rodolphe II, c'est la puissante dynastie des Habsbourg qui s'installe à Prague.
L'Europe centrale tout entière change alors de visage architectural. L'art baroque s'y épanouit. On parsème la cité médiévale de nouveaux édifices. Le quartier de Malastrana est le cœur de cet épanouissement baroque qui atteint en Bohême des sommets inégalés. La piété de cet âge est intense et cette vie religieuse omniprésente s'inscrit dans la pierre. Mais ce sont avant tout des philosophes et des artistes que Rodolphe II attire à Prague. Sur la place de l'Hôtel de Ville, les arts rayonnent. De prestigieux savants tels que Kepler et Tycho Brahe, attirés par l'empereur et le prestige de la ville, peuvent ainsi y admirer l'horloge astronomique construite en 1410. On y lit le cycle de la Lune, le cycle du Soleil et celui de la mort. À chaque heure, le squelette brandit ainsi un sablier et sonne le glas, avant que ne défilent les 12 apôtres précédés de Saint Pierre. Dans cette cité où seule l'horloge astronomique atteste du temps qui passe, l'âme de la Mitteleuropa survit également au cœur d'un quartier bien particulier. C'est le quartier juif, baptisé Józefov en l'honneur de l'empereur Joseph II, qui à la fin du XVIIIe siècle accorda aux Juifs l'égalité des droits sociaux et politiques. Les Juifs y sont présents depuis le Moyen Âge, marquant le paysage urbain et la culture de la ville. L'ancien cimetière en témoigne. Ce fut pendant près de 3 siècles le seul autorisé aux Juifs. Plus de 100 000 personnes y reposent, le manque de place obligeant à superposer jusqu'à 12 couches de tombes. Selon la tradition juive, on s'y recueille en déposant sur les tombes des petits cailloux, en place des fleurs, et quelques petits papiers portant un vœu, un message, une prière. Une des synagogues de Prague, toujours en activité, atteste de la permanence de cette culture au cœur de l'Europe centrale, malgré la Seconde Guerre mondiale. La synagogue espagnole a été construite dans la seconde moitié du XIXe siècle. L'architecture y mêle les styles mauresques et Renaissance, évoquant les édifices religieux arabes d'Andalousie. Stucs inspirés de l'Alhambra de Grenade, motifs orientaux gravés dans les murs et sur les piliers, y célèbrent l'harmonie des peuples et des religions. La synagogue fut la première à accueillir un service en musique et elle sert de nos jours de salle de concert. Prague est bien celle qu'André Breton appelait la capitale magique de la vieille Europe. Le temps et les hommes y ont bâti un hymne à ce territoire, entre l'Orient et l'Occident. Au cœur de la Hongrie, une autre capitale trace aussi les contours de cette région. Une ville construite sur l'un des plus beaux sites jamais colonisés par l'homme. La plaine de Pest et les collines de Buda, traversées par les eaux du Danube. Nous sommes à Budapest. Ici, les habitants déclarent « Nous ne sommes pas de l'Est, nous ne sommes pas de l'Ouest. Nous nous situons au centre. » C'est à Buda, dans le quartier du château, que tout a commencé.
Au XVe siècle, une Hongrie médiévale conquérante s'y épanouit sous le règne de Mathias Corvin. C'est déjà un prince de la Renaissance par son goût pour les arts et les lettres. Premier souverain d'origine hongroise à accéder au trône, il lutte durant son règne pour l'indépendance de son royaume face à la puissance autrichienne et à l'Empire ottoman. Sur les pentes de la colline de Buda, ce roi mécène bâtit des édifices dignes de sa puissance. Par la suite, le bastion des pêcheurs, avec ses 7 tourelles, marque le contour des anciens remparts. Construction néo-romane réalisée en 1905, son nom évoque la corporation des pêcheurs qui avait pour mission de défendre cette portion de muraille. Ce bastion annonce et mène au plus beau symbole de la Hongrie et de son pouvoir royal, l'église Mathias. Édifié en 1255, le monument doit son style néogothique actuel à sa restauration au XVIIIe siècle. Lieu des couronnements royaux, on y célèbre la gloire de la Hongrie. Cette gloire prend un formidable essor avec les nouveaux maîtres qui s'installent dans la cité, les Habsbourg. La ville s'étend hors de ses murailles et en 1873, Buda s'unit à Pest pour donner naissance à Budapest. Un homme est à l'origine de ces transformations, l'archiduc Joseph, gouverneur de Hongrie. Il fait construire le futur pont des Chênes, premier pont en pierre sur le Danube. Il fait édifier un monumental parlement s'inspirant du palais anglais de Westminster. Mesurant 268 mètres de long et 96 mètres de haut, composé de près de 700 salles, c'est le plus grand édifice public du pays. Et pour véritablement transformer Budapest en une métropole moderne, on perce sur les recommandations du comte Andrassy une vaste avenue. Sur cet axe qui porte le nom de son bâtisseur, les prestigieux édifices se multiplient. Au numéro 22, l'Opéra national, inauguré en 1884. Cet édifice, qui peut accueillir jusqu'à 1200 personnes, témoigne de l'importance de la musique en Europe centrale. Gustav Mahler en fut ainsi le premier directeur entre 1888 et 1891. Bordée de palais et de musées, l'avenue Andrassy, celle que l'on surnomme parfois l'avenue culturelle, mène à la place des héros. En son cœur, un monument édifié en 1896 pour célébrer le millénaire de la Hongrie. On y représente les prestigieux souverains du pays, ses grands personnages historiques, ainsi que les 7 chefs de clan magyars qui sont les pères de la nation.
Budapest, comme dans l'ensemble de l'Europe centrale, le 19e siècle sera le temps de l'émergence de ces États-nations. Partout, un sentiment nationaliste se développe. Et en 1918, le rêve d'une identité nationale se réalise. La Tchécoslovaquie et la Hongrie naissent, tandis que la Pologne ressuscite.